Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas Bétou. Vous avez mené hier, en tant que président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, vous avez mené hier une charge assez lourde contre le gouvernement sur la gestion de l'épidémie. C'est la fin du consensus ? Oui, très clairement, en fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a une grande nervosité sociale, une grande tension dans le pays, et qu'après le fiasco des masques en mars, on a aujourd'hui la bérésina des tests, on a un gouvernement qui est dépassé par les événements, avec des injonctions contradictoires, des messages qui ne sont plus compris par les Français. Et c'est ça que j'ai voulu rappeler hier dans l'hémicycle, c'est de dire au Premier ministre, au gouvernement, aujourd'hui, les Français n'y comprennent plus rien, mais il faut des règles claires. Est-ce que vous ne nourrissez pas, par votre charge, encore une fois assez lourde, dans les rangs de l'Assemblée, est-ce que vous ne nourrissez pas justement cette hésitation de l'opinion publique vis-à-vis du gouvernement ? Non, au contraire, quand on est dans l'opposition, on doit révéler un certain nombre de vérités. Il y a des failles, il y a des manquements. Si on n'avait pas été là sur la question des masques, où on en serait aujourd'hui, sur la question des tests, sur la question des lits de réanimation supplémentaires, sur la question des ARS, sur tous ces sujets, il y a une absence de réponse. Face à une absence de réponse, le rôle de l'opposition, et je ne suis pas dans une opposition caricaturale, mais c'est simplement de révéler les failles et de les corriger, et de demander au gouvernement qu'il se connecte à la réalité des Français. Est-ce que le gouvernement, au fond, n'évolue pas comme évolue la maladie, comme évolue d'ailleurs le regard du monde médical sur ce virus ? On a l'impression que la vague progresse et que la réponse du gouvernement progresse avec elle. Est-ce que ce n'est pas ça la réalité ? Mais que la réponse progresse avec l'évolution de la vague, ça c'est nécessaire et c'est indispensable. Mais ce qu'il manque aujourd'hui au gouvernement, c'est un cap et un horizon clair et des règles qui soient stabilisées. Par exemple, à chaque jour. Très concrètement, aujourd'hui, vous avez, par exemple, sur la question des salles de sport ou la question des piscines ouvertes à Paris, c'est l'une des failles que j'ai révélées. C'est comment se fait-il que dans le même temps, on ferme les salles de sport et on maintient ouvert encore un certain nombre de piscines. Comment se fait-il que, par exemple, dans les salles des fêtes publiques, on puisse avoir une interdiction et que, par contre, quand on se rassemble dans les salles des fêtes privées, on a une ouverture. Donc c'est ces règles-là contradictoires, injustes et parfois différentes entre les territoires. Je prends encore un autre exemple. Mais parce que le virus circule différemment entre les territoires. Mais oui, mais regardons les choses, les chiffres. Le taux d'incidence, qui est le chiffre que le gouvernement révèle chaque jour, eh bien aujourd'hui, dans le Gard, il est supérieur à celui de l'Hérault. Et pourtant, dans l'Hérault, il y a une alerte maximale, ce qui n'est pas le cas dans le Gard. Ce sont ce genre de choses-là qui créent beaucoup de contradictions. Est-ce qu'il faut reconfiner ? Angela Merkel aujourd'hui dit attention, si on veut passer Noël tranquille, attention à être très discipliné, sinon on reconfinera. Non ? Non, je crois qu'il faut absolument éviter le reconfinement. Et là, je partage l'objectif du gouvernement. Le problème, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. Pour éviter le reconfinement, il faut que les tests soient efficaces, il faut qu'on corrige cette lenteur entre le moment où vous faites le test et le moment où vous avez les résultats. Et durcir l'état de vigilance renforcé, maximal. Est-ce qu'il faut durcir la situation ? On est dans une situation intermédiaire. On n'est pas dans le déconfinement, on n'est pas dans le reconfinement. On est entre les deux. Est-ce qu'il faut durcir ça ? Il faut surtout stabiliser ces règles-là, parce que aujourd'hui, les acteurs économiques n'ont plus de prévisibilité. Chaque jour, les règles changent. Et puis quand la règle a changé, chaque lendemain, il y a une exception. Et donc ce que nous demandons, nous, c'est de la prévisibilité. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, les Français sont perdus et sont déboussolés. Je ne crois pas au reconfinement généralisé. Donc pas de reconfinement généralisé. En tout cas, ce qui se passe trouble beaucoup la vie politique elle-même. Vous-même aviez organisé à Nîmes la première réunion de tous les parlementaires, les Républicains, qu'ils soient à l'Assemblée, au Sénat ou au Parlement européen, obligés d'annuler. Oui, parce que vous savez, la priorité, c'est la vie économique et sociale. Et je pense que quand on est parlementaire, on doit aussi montrer l'exemple. Et j'avais du mal à voir une image de députés, de sénateurs partageant des déjeuners ensemble en même temps qu'on ait la même interdiction pour les Français. Ouais. Donc on aura un séminaire jeudi 8 octobre au matin à Paris qui permettra un vrai débat politique. Et puis ensuite, on retrouvera ces journées parlementaires au mois de mai à Nîmes. Débat politique, il y aura sûrement parce que vos désaccords sont nombreux. Oui, mais vous savez, on a aussi des convergences, on a un corpus d'idées. Oui, mais vous avez beaucoup de désaccords. Mais on aura deux sujets majeurs, la question environnementale et la question des fractures et des insécurités. Et sur ces deux sujets-là, on doit trouver justement le chemin de la convergence politique et des propositions claires pour les Français. Donc vous ne parlerez pas de souveraineté, qui est une ligne de fracture, ou en tout cas de division entre certains d'entre vous. Vous ne parlerez pas de social et de salaire minimum, par exemple, qui là aussi vous oppose. Vous ne parlerez pas des sujets économiques et sociaux, là où il crée des tensions entre vous. Il y aura une convention au parti sur le travail qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Et donc, on aura le moment, effectivement, pour débattre sur ce travail, sur la question de l'emploi, du pouvoir d'achat. Mais vous savez, je crois que sur ces sujets-là, y compris sur la question de la souveraineté, aujourd'hui, à droite, vous avez des gens qui veulent quoi ? Ils veulent simplement qu'on puisse
défendre le patriotisme économique. Oui. Et là-dessus, je crois qu'on peut se retrouver. Et donc ne pas créer de débat. La sécurité ou l'insécurité, comme vous l'avez appelé, est évidemment un sujet très présent dans la tête des Français. Un nouveau projecteur s'est braqué sur le cas des mineurs isolés ou les migeurs, comme on les appelle, ces mineurs qui sont en réalité majeurs et qui masquent leur état réel ou leur état civil réel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? D'abord, c'est un scandale d'État, Nicolas Biétou. La réalité aujourd'hui des mineurs non accompagnés, que je connais bien car j'ai présidé le département de l'Ain, c'est un scandale d'État. Et pour eux, et pour la France. Parce qu'il y en a dans l'Ain? Il y en a beaucoup, partout, dans tous les départements de France. Dans tous les départements de France, l'État s'est dessaisi de sa compétence sur les départements parce que justement on considérait que c'était des mineurs, alors que à peu près environ un tiers d'entre eux, on considère que c'est des majeurs. Et donc il y a des choses très simples à faire. Pourquoi par exemple on n'autorise pas systématiquement et on n'oblige pas les tests osseux? Pourquoi il faut attendre une décision de justice ou avoir l'accord de l'intéressé pour avoir ces tests osseux? C'est une mesure simple, rapide, efficace. Et une fois qu'on a révélé qu'ils sont majeurs, on les renvoie? Mais une fois qu'on a révélé qu'ils sont majeurs, en tout cas, ils ne peuvent pas être traités par la protection de l'enfance départementale qui ne concerne uniquement les mineurs. Il faut voir comment ça se passe. Vous avez des départements qui financent des places d'hôtel. Chaque jour, il y a 40 000 mineurs à peu près non accompagnés en France. Vous avez un coût par mineur de 50 000 € en moyenne et ce sont des places d'hôtel qui sont réservées. Donc pas d'avenir pour ces jeunes-là et en même temps un échec total de la France. Donc il y a une politique à faire au niveau européen pour bloquer effectivement la question aux frontières parce qu'on ne peut pas avoir comme ça des mineurs non accompagnés qui arrivent sans qu'en plus on regarde leur âge et malheureusement c'est ce qui est passé pour ce jeune Pakistanais et dans le même temps ceux qui sont là qu'on puisse vraiment les intégrer totalement. Et de les punir lorsqu'ils sont majeurs et les mettre en prison, par exemple, lorsqu'ils ont les sanctionner, les punir et éventuellement les expulser. En tout cas, il y a un travail qui doit être fait. On ne peut pas garder cette situation qui est une bombe humaine à retardement. Un scandale d'État, une bombe humaine à retardement, dites-vous. Les régionales s'approchent dans quelques mois seulement. Hein. Quelle sera votre stratégie d'alliance? La stratégie, elle est claire. C'est que l'alliance, elle doit se faire entre la droite et le centre. Et pour nous, le centre, c'est l'UDI. Et elle doit s'arrêter à l'UDI. Pas d'alliance avec la majorité présidentielle. Je veux que ce soit le scrutin de la clarté et de la cohérence et de la constance pour la droite. Si nous voulons incarner une alternative à la présidentielle à Emmanuel Macron, il faut que cette alternative se mette en place dès les élections régionales. Donc pas d'alliance avec la République En Marche. Prenons un exemple simple. Quelqu'un qui n'est pas de votre parti mais qui n'en est pas très éloigné, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. On sait en regardant les sondages qu'elle ne peut pas être élue seule, ni même avec la pointe de l'UDI. Pas d'alliance avec la République En Marche? Mais vous savez, les sondages, la question c'est la dynamique électorale. Si demain Valérie Pécresse faisait une alliance avec En Marche, elle perdrait sur sa droite. Je pense qu'elle a les qualités, les compétences et le talent pour gagner en rassemblant des franciliens au-delà des étiquettes politiques, mais pas d'accord d'appareil, pas d'accord politique qui viendrait brouiller les pistes. On s'arrange dans les couloirs, mais on ne fait pas d'accord visible. Non, mais ce n'est pas une question de s'arranger dans les couloirs. C'est que nous ne voulons pas de candidats de la République En Marche sur nos listes. Qu'ensuite, il y ait des candidats divers droite qui ne soient pas forcément étiquetés les Républicains, ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas, c'est la preuve de notre ouverture. Mais l'ouverture, ce n'est pas l'incohérence et ce n'est pas la confusion. Un dernier mot sur la présidentielle qui suivra un an après, mais on est déjà en campagne. En tout cas, ces régionales seront une sorte de kick-off de la campagne électorale. Est-ce qu'il peut se faire qu'il n'y ait pas de candidats, les Républicains, à cette élection présidentielle? Je ne le souhaite pas. L'objectif d'un Donc parti... ça peut se faire. Mais l'objectif de notre parti politique, c'est d'avoir une candidature pour incarner une alternance politique de droite. Mais vous ne me dites pas non, c'est impossible. Mais j'espère que ça sera impossible. Et je veux que ça soit impossible, parce que je veux un candidat pour la droite républicaine. Vous savez, l'histoire d'un parti politique, comme celui de la droite, c'est d'avoir une candidature à l'élection présidentielle. Sinon, vous n'êtes plus un parti politique à part entière. Et puis, je rappelle aujourd'hui que la France n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui. Et que ça serait quand même terrible qu'à ce moment-là, on ne soit pas en capacité. Mais moi, je ne veux pas simplement une candidature. Je veux une candidature pour gagner. Ce n'est pas une candidature de témoignage, c'est une candidature pour gagner. Eh bien, il vous reste 18 mois pour relever tous ces défis. Merci Damien. Merci.